Aujourd'hui, nous sommes là pour participer au Web Matin Santé, le repas de fête allié santé et plaisir. Je suis Ségolène Duclosio, je suis chargée de mission prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Centre-Val de Loire. Je suis en compagnie de Morgane Belen, qui est diététicienne et également chargée de mission en prévention et promotion de la santé à la Mutualité. Bonjour Morgane. Bonjour, merci. Je vous remercie à tous d'être présents pour ce webinaire. Donc, comme l'a dit Ségolène, je suis Morgane Belaine, donc diététicienne et chargée de mission prévention santé à la Mutualité française Centre-Val de Loire. Alors, vous avez le chat disponible comme Ségolène le disait. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des interrogations sur certains termes dont je pourrais utiliser, voilà, les saisir en direct. J'essaierai d'y jeter un coup d'œil assez régulièrement. Et puis sinon, en fin de webinaire, on aura un temps dédié spécifiquement aux questions. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre alimentaire. Donc, on va faire un petit rappel sur ce qu'est l'équilibre alimentaire. On va voir comment faire des choix éclairés dans les supermarchés parmi la multitude de produits que l'on peut retrouver. Voilà, comment apprendre à lire les emballages alimentaires. Et puis, on fera bien évidemment un focus sur les fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, tous mes propos sont destinés à des personnes qui sont bien portantes dans le sens où elles n'ont pas de pathologie particulière. Si une personne a du diabète ou de l'hypertension artérielle, bien évidemment, les conseils seraient à adapter. Aujourd'hui, c'est des conseils pour tout le monde. Alors, je vais commencer par une petite question. N'hésitez pas à y répondre dans le chat. Selon vous, quels sont les apports énergétiques moyens pour un adulte? Est-ce que c'est plutôt 1000 à 1500 calories, 2000 à 2500 calories ou 3000 à 3500 calories, selon vous? Alors, en effet, 3000 à 3500 calories, ce sont pour des personnes qui ont une activité sportive de haute intensité, à haut niveau. Donc, les sportifs professionnels, pour la plupart, voire même plus d'apports énergétiques au quotidien. 2000 à 2500, c'est pour un adulte qui pratique une activité physique régulière. Donc, on a pu entendre dire pendant longtemps 30 minutes d'activité par jour. Donc, voilà, quelqu'un qui a quand même une activité régulière, activité physique pardon, dans la journée. Et 1000 à 1500, c'est plutôt pour les personnes sédentaires. Donc, les personnes sédentaires, ce sont les personnes qui passent la majorité de leur temps assises ou allongées dans la journée. Donc, on verra en fait que 1000 à 1500 calories pour une personne sédentaire, en fait, on va très vite les atteindre si on consomme des produits transformés notamment. Alors, autre petite question, voilà, trois, quatre questions introduction et puis après, je ferai la suite du diaporama. Selon vous, quels sont les nutriments qui apportent de l'énergie? Le calcium, les protéines, les vitamines, les lipides et ou les glucides. Alors, plusieurs bonnes réponses sont possibles. La bonne réponse, ce sont les protéines, les lipides et les glucides. On verra que les calciums et les vitamines, elles n'apportent pas de calories en tant que telles. Elles apportent d'autres bienfaits pour l'organisme, mais elles n'apportent pas de calories en tant que telles, alors que les protéines, les lipides et les glucides, elles en apportent dans des proportions différentes. Les lipides, on va voir juste après ce que c'est, mais on verra que ça apporte plus de calories que les protéines et les glucides. Dans quel groupe d'aliments on retrouve principalement les protéines selon vous? On a dit que c'était des aliments qui apportaient des calories. Dans quelle famille d'aliments on peut les retrouver? Alors en effet, hein, voilà, je vois que majoritairement les personnes qui ont répondu ont les bonnes réponses. Donc les protéines, on les retrouve principalement dans tout ce qui est viande, poisson, œufs et également les légumineuses. Mais on verra en fait aussi que dans les produits laitiers, nous avons une portion de protéines. Les légumineuses en proportion moindre par rapport aux viandes, poissons, œufs et aux produits laitiers. Seconde question, par rapport à la deuxième famille de nutriments, les glucides. Dans quel groupe d'aliments, selon vous, peut-on les retrouver? Il y a deux types de glucides. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des sucres rapides et des sucres lents, ou des glucides simples et des glucides complexes. Ce sont les deux grands types de glucides que l'on retrouve dans les féculents et dans les produits sucrés.
Donc les sucres rapides, ça correspond plutôt, enfin ça correspond aux produits sucrés, tout ce qui va être sucre, miel, bonbons, confiture. Et les sucres lents, ça va être tout ce qui correspond aux féculents, pâtes, riz, pommes de terre, etc. Et dernière question, donc notre dernière famille d'aliments qui nous apporte des nutriments, les lipides. Donc dans quels aliments peut-on les retrouver, les lipides? Est-ce que c'est plutôt les produits sucrés, plutôt les fruits et légumes ou les matières grasses, selon vous? Vous avez raison. Les lipides, ce sont principalement les matières grasses. Tout ce qui va être beurre, huile, crème, etc. Voilà pour nos trois principales familles de nutriments. Les matières. Ah oui. Ultime question. Alors, on vient de parler des trois familles de nutriments. Selon vous, si on prend votre assiette sur la journée, quelle proportion devrait représenter, selon vous, les lipides, les protéines, les glucides? Est-ce que les matières grasses, ça représente plutôt la moitié de notre assiette par jour, donc 50 à 60%, plutôt 35 à 40%, donc un bon tiers, ou plutôt 10 à 15%? Pareil pour les protéines et pour les glucides. Alors voilà, avec le code couleur, ça peut paraître surprenant pour certains, mais en effet, les glucides, donc ça doit représenter 50 à 60% de nos apports journaliers. Donc les glucides, pour rappel, c'est tout ce qui est féculent. Produits sucrés, on verra que notre organisme n'en a pas besoin pour fonctionner normalement. Ah, voilà, c'est plutôt pour le côté plaisir. Mais les féculents, c'est vraiment le carburant qu'on met dans notre voiture pour notre corps. On en a besoin avec une proportion importante, et d'autant plus si on a une activité physique importante. Les glucides, ça doit représenter la moitié de l'assiette. Les protéines lipides, les protéines, 10 à 15%. Donc là, on voit que ça représente peu. C'est pourquoi on entend souvent dire aussi que cette remarque comme quoi les Français mangent trop de viande, par exemple. C'est vrai que nos proportions, nos portions de viande, poisson, œufs sur la journée sont souvent trop importantes comparées à notre niveau d'activité physique. Mais on verra malgré tout qu'il faut quand même maintenir un apport suffisant, notamment avec l'avancée en âge, avec le vieillissement. On a tendance à se dire, oh, j'ai plus besoin de manger de protéines, voilà, je ne fais plus d'activité physique, alors que si, justement, pour maintenir la masse musculaire, on a besoin de continuer à manger des protéines. Et les lipides, eux, représentent 35 à 40% de nos apports journaliers, donc plus d'un tiers de notre assiette. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un tiers de beurre ajouté ou d'huile ajoutée. Sinon, voilà, il y aurait peut-être des problématiques de surpoids par la suite. Mais en fait, c'est que de nombreux aliments contiennent déjà naturellement des matières grasses. Typiquement, les viandes rouges, par exemple, les plus riches, contiennent déjà un certain taux de matières grasses, et les autres aliments aussi. Tout ce qui va être apéritif, par exemple, il y a beaucoup de matières grasses dedans, ou de sel et autres. Donc les lipides, la matière grasse, 35 à 40% pour vos apports énergétiques. Et est-ce que vous savez à quoi servent les lipides pour notre organisme? Voilà, pour ceux qui veulent, je laisse 2-3 secondes pour répondre dans le chat, pour savoir si vous avez une idée à quoi peuvent bien nous servir les lipides, les matières grasses au quotidien pour notre organisme. En fait, les lipides, ils servent essentiellement pour notre cerveau. Pour le bon fonctionnement de notre cerveau, nous avons besoin de consommer des lipides au quotidien. Par exemple, un nourrisson, on le nourrit exclusivement de lait lors des premiers mois de vie, et ce lait est composé avec une proportion très importante de lipides. Et ben, c'est pour justement participer au bon fonctionnement et au bon développement du cerveau des nourrissons. Mais on a tout de même besoin, même si nous ne sommes plus des bébés, de consommer des lipides au quotidien, voilà, pour maintenir notre activité cérébrale en bon fonctionnement, et aussi pour maintenir notre mémoire avec l'avancée en âge la plus en forme possible, si je puis dire. Les protéines, elles servent
pour notre masse musculaire, principalement, et les glucides, comme je vous l'ai dit, c'est le carburant de notre corps au quotidien. Si on n'en consomme pas, on va être très rapidement fatigué, épuisé, on peut même avoir des douleurs qui apparaissent. Alors, rapidement, pour terminer sur l'équilibre alimentaire, voilà, l'idéal sur une journée, comment devrait se composer votre assiette? Ce serait avec un légume cru en entrée. Pourquoi un légume cru, plutôt une crudité? Parce qu'en fait, quand on va mastiquer, le fait de mastiquer l'aliment, ça va envoyer des messages à notre cerveau et en fait, notre organisme va comprendre qu'on est en train de l'alimenter, on est en train de manger, et le fait de mastiquer, ça va prendre plus de temps. Et du coup, ce sentiment de satiété, d'être rassasié, va arriver plus rapidement au cours du repas que si on passe sur une entrée qui est très molle, facile à mastiquer, à avaler en quelques secondes, comparée à une crudité. Avec un assaisonnement, donc de l'huile d'olive ou autre pour garder cet apport en matière grasse. Alors, quand je dis de l'assaisonnement, pour une personne, une cuillère à café, c'est suffisant. Pour le plat principal, l'idéal, c'est voilà, d'avoir à minima la moitié de l'assiette composée de légumes pour un apport en minéraux et en vitamines suffisant, un quart de féculents et puis un quart un petit peu moins de viande, poisson ou œuf. Voilà, c'est très schématique, mais pour que vous puissiez voir visuellement à quoi cela doit correspondre. Un produit laitier dans l'idéal, voilà, pour maintenir un apport en calcium suffisant. La recommandation aujourd'hui pour une personne bien portante, donc sans pathologie particulière, elle est de 3 portions de produits laitiers par jour. Produits laitiers, c'est tout ce qui est les laitages, le fromage, le lait, principalement. La seule boisson indispensable pour notre quotidien est l'eau. Euh, voilà. Après, il y a d'autres boissons plaisir si vous le souhaitez, mais notre organisme a uniquement besoin de l'eau et puis un fruit dans l'idéal pour un apport en vitamines suffisant. Voilà comment idéalement votre assiette devrait se composer. Après, l'équilibre alimentaire, il ne se fait pas forcément sur la journée, mais sur la semaine de manière générale. Donc, vous pouvez avoir des repas plaisir, des repas avec un peu d'excès, si je puis dire. Voilà, c'est pas dramatique et c'est pas pour autant que l'équilibre alimentaire sera mauvais. Passons sur la partie emballage alimentaire. Alors, je regarde juste si vous aviez quelques questions. Voilà, le fruit ne doit-il pas être consommé en début de repas pour bénéficier de ses apports? Alors ça, c'est vrai qu'il y a vraiment deux écoles à ce jour. Pour les personnes diabétiques, c'est plus intéressant de le consommer en début de repas. Pour les autres, voilà, il n'a pas été prouvé scientifiquement voilà, que de le consommer en fin de repas, il était assimilé très différemment que si il est consommé en fin de repas. Pour les emballages alimentaires, alors voilà, on verra que quasi la majorité, enfin la totalité des produits contiennent un emballage alimentaire, sauf quelques exceptions. Les produits qui contiennent un seul ingrédient, typiquement le café, on ne retrouvera pas l'ensemble des éléments dont je vais vous parler par la suite sur les emballages de café, sur les boissons alcoolisées et sur les tout petits emballages où là, bien évidemment, il n'est pas possible d'apposer toutes les informations. Et on fait parfois référence à des QR codes ou des sites internet pour avoir le détail de la composition des produits. Le Nutri-Score, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu en magasin. C'est vrai que maintenant, il est de plus en plus apposé sur les produits. On le retrouve enfin, sur une bonne majorité des produits. Alors, qu'est-ce que le Nutri-Score? En fait, le Nutri-Score, c'est une notation du produit de A à E en fonction de sa qualité nutritionnelle. Si le produit est noté A, c'est que sa qualité nutritionnelle sera meilleure que s'il est noté E. C'est toute une grille avec de nombreux critères de classification en fonction de la teneur en sucre, la teneur en acides gras, si des acides gras saturés ou non, voilà, s'il y a des édulcorants, enfin, il y a plein de choses qui prennent en compte, qui est pris en compte dans ce Nutri-Score.
Juste vous préciser que si on ne le retrouve pas sur l'ensemble des produits, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas obligatoire pour les fabricants, pour les industriels de l'apposer sur leurs produits. Voilà, il y a eu plusieurs questions à l'Assemblée haute pour le rendre obligatoire. Ça a été rejeté. Euh, donc, en toute transparence, hein, pour vous dire, si un Nutri-Score n'est pas apposé sur un produit d'une grande marque bien connue, avec de nombreux produits disponibles en supermarché, c'est qu'en fait, bah, ils ont un intérêt à ne pas la poser dans le sens où c'est que malheureusement, il contient souvent soit beaucoup de sucre ou beaucoup de matière grasse et il serait noté soit D ou E, donc il y aurait voilà, moins d'avantages pour l'industriel à l'apposer sur son produit parce qu'on voit que ça a vraiment un impact sur le consommateur hein, ces dernières années. De plus en plus de produits sont choisis en fonction de ce score-là. Donc, les mauvais scores, si je peux dire, ben, sont plutôt délaissés des rayons et les ventes voilà, s'en ressentent. Donc, les industriels qui n'ont pas de bons scores ont moins d'intérêt à la poser. Et après, vous avez des industriels qui sont tout à fait honnêtes et voilà, qui vont la poser malgré des scores moindres. Après, ce score-là, il faut bien prendre en considération quel est l'aliment. Par exemple, une mayonnaise, vous ne trouverez jamais une mayonnaise avec un Nutri-Score A. Parce que si vous faites votre mayonnaise vous-même, vous allez principalement mettre de la matière grasse. Euh, et en fait, la classification, enfin la notation euh, de ce score-là prend en compte le taux de matière grasse. Comme il va être très élevé, eh bien, forcément la note devait être moindre. Mais entre deux mayonnaises, voilà, vous allez pouvoir en avoir qui vont être notées D et d'autres E. Donc là, je vous orienterai plutôt vers celles qui sont notées D, par exemple. Mais c'est une notation qu'on va retrouver de plus en plus et qui pourra peut-être à l'avenir être obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur les emballages alimentaires, hormis le Nutri-Score et là, qui sont des mentions qui sont obligatoires, ce sont toutes celles dont on va voir après. Euh, la plus importante, à mon sens, c'est la liste d'ingrédients sur un produit. Alors là, vous avez l'exemple d'un produit, d'une mousse au chocolat. Euh, voilà. Vous voyez la liste d'ingrédients. Moi, je regarde la liste d'ingrédients de ce produit-là, je le repose immédiatement dans son rayon. Pourquoi? Parce que si vous faites votre mousse au chocolat vous-même, qu'est-ce que vous allez mettre comme ingrédient? Euh, à minima, vous allez mettre des blancs en neige et du chocolat. On peut faire une mousse au chocolat juste avec des blancs en neige et du chocolat. Après, pour le plaisir, on peut rajouter du sucre, de la crème, caramel, ce que vous voulez. Mais logiquement, on pourrait avoir que deux ingrédients. Et là, quand on voit cette liste énorme d'ingrédients, on se doute qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été ajoutées, qui n'ont pas forcément leur place là, qui n'ont pas d'intérêt, enfin, pas d'intérêt pour l'organisme, si je puis dire, mais un intérêt pour le fabricant, avoir une bonne texture, avoir un produit qui va se garder longtemps, qui ne va pas changer de couleur et autres avec le temps. Mais voilà. Donc, plus la liste d'ingrédients est longue, méfiance, si je peux dire. Après, il y a l'ordre des ingrédients aussi qui est très important. Si nous avons un premier ingrédient, par exemple, dans cette mousse au chocolat, le sucre, là, ce n'est pas le cas, il arrive en deuxième. Mais si nous avions déjà dans une mousse au chocolat le lait, enfin voilà, ça ne devrait pas être l'ingrédient principal. Mais si nous avons le sucre ou les matières grasses en premier ingrédient, ça veut dire que c'est cet aliment, cet ingrédient-là qui est contenu en plus grande quantité dans le produit. Donc ça veut dire que principalement, on va manger de la matière grasse ou du sucre. Alors, à voir encore une fois quel est le produit. Mais si c'est, bah, ça va pas forcément être possible, mais si une boîte de petits pois avec le premier ingrédient est le sucre, là, on s'alarme. Mais sachez qu'on retrouve quand même du sucre dans les boîtes de petits pois, hein, à parté, mais dans d'autres conserves aussi. Et après, on va regarder, alors là, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, la nature et la qualité des ingrédients. Euh, alors, je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de détailler tous les types d'ingrédients qu'on pourrait retrouver dans les produits, juste par rapport à ce que j'ai beaucoup entendu lors de mes interventions, l'huile de palme.
l'huile de palme qui, là, les consommateurs regardaient uniquement dans la liste d'ingrédients s'il y avait de l'huile de palme ou non. Aujourd'hui, l'huile de palme, on la retrouve très rarement mentionnée sous le nom de huile de palme. En fait, les industriels utilisent le nom plus scientifique qui est huile partiellement hydrogénée. Et ça parle beaucoup moins aux consommateurs. On ne sait pas ce que c'est, donc on ne s'inquiète pas, donc on achète quand même le produit. Donc voilà, il y a des petites russes, malheureusement, par les fabricants pour tromper le consommateur et pour voilà, quand même ajouter ces produits-là. L'huile de palme en soi, elle n'est pas mauvaise pour la santé, c'est plus ses conséquences écologiques, voilà, lesquelles elle est décriée. En termes d'huile, voilà, il y a d'autres huiles qui sont meilleures malgré tout que l'huile de palme. Donc, en premier lieu, la liste d'ingrédients, on regarde la longueur, les premiers ingrédients et puis la nature et la qualité de ces derniers. Le tableau des valeurs nutritionnelles. Il a différentes informations sur ce tableau-là, notamment l'énergie. Donc, par rapport à tout à l'heure, voilà, une notion au niveau des calories. On peut voir, par exemple, si on achète une pizza industrielle, si on la consomme en entier, une pizza sous vide industrielle, elle peut facilement nous apporter 700 à 800 calories. Donc, pour quelqu'un qui a besoin de 1000 à 1500 calories par jour, euh, voilà, on peut très vite les atteindre avec des produits transformés industriels. Donc, voilà, ça peut vous donner une indication. Attention au niveau des grammages. Là, on voit bien que c'est pour 100 grammes. Encore une fois, l'industriel a tout intérêt de noter pour 100 grammes et pas toujours pour une portion complète. Parfois, vous l'avez hein, pour la portion complète, mais sinon, c'est à vous de faire le calcul. Donc, si c'est un ingrédient qui pèse 400 grammes et que vous le mangez en totalité, il faut multiplier par 4 ces valeurs. Hein. Ne pas oublier. Ouais, ça peut vous donner une indication. Sur les lipides, ce qui est intéressant de regarder, c'est, enfin, sur les matières grasses, c'est la ligne dont acides gras saturés. Parce que ces derniers, c'est ceux-là qui sont les moins bons pour votre santé. Donc, si les acides gras saturés représentent la majorité des acides gras, la ligne juste au-dessus avec le total, on va éviter de choisir ce produit-là. On va plutôt tendre vers un produit où il y a moins d'acides gras saturés. Typiquement, cet exemple-là, vous voyez, là, on a l'exemple de deux produits. Alors, la barre rouge est un petit peu décalée, mais dans les matières grasses totales, sur le premier produit, on a 16,6 grammes. Sur le deuxième, on a 16 grammes. Et sur le premier, dont acide gras saturé, nous avons 8,3 grammes. Et pour le deuxième, 1,7. Donc là, on voit pour le deuxième produit, on a quasiment que 10% d'acide gras saturé comparé au premier où c'est la moitié. Donc là, on va plutôt avoir tendance à s'orienter vers le deuxième produit, si j'entends que ce ne sont pas tout à fait les mêmes produits. Alors, pour le sel, notamment pour ceux qui font attention à leur consommation en sel, qui pourraient justement avoir une hypertension artérielle, je me permets de le préciser aujourd'hui, même si vous vous dire ouais, le sel, c'est pas forcément auquel je fais attention. Mais la mention sel et sodium, ce n'est pas la même chose. On pourrait se dire en regardant c'est la même chose, mais non. En fait, le sodium, c'est qu'une partie euh, du sel. Là, c'est encore une ruse de l'industriel. En fait, pour éviter d'avoir des chiffres trop élevés en termes de sel, on va mentionner le sodium. Mais en réalité, le sodium, il faut multiplier sa valeur par 2,5 quasiment pour avoir la valeur en sel total. Donc attention, s'il y a écrit sel ou sodium, s'il y a écrit sodium, voilà. C'est pas, enfin, il faut multiplier cette quantité-là pour avoir la valeur réelle. Donc, quelqu'un qui a une alimentation contrôlée en sel et qui doit consommer que 5 grammes de sel par jour, ça peut aller très très vite avec des produits transformés et notamment des plats préparés. Voilà, c'est juste une petite notion à ce niveau-là. Tout ce qui est DLC, DDM, date limite de consommation, date de durabilité minimale. DDM, vous avez peut-être déjà entendu sous un autre nom, DLUO, date limite d'utilisation optimale, c'était l'ancien nom. Aujourd'hui, c'est DDM. La différence, DLC, en fait, on va la retrouver principalement sur des produits frais.
Donc là, si on consomme le produit au-delà de la date, il y a un risque bactériologique pour votre santé. Pour tout ce qui est DDM, c'est principalement sur les produits secs, surgelés qu'on va les retrouver. Là, c'est à consommer de préférence avant. Il n'y a pas de risque pour la santé si on le consomme après, encore une fois pour une personne bien portante. Mais le produit peut se transformer visuellement. Par exemple, si vous laissez périmer du chocolat, je ne sais pas si ça vous arrive régulièrement de faire ça, mais le chocolat va blanchir à la surface par la suite. Va avoir tendance à changer un petit peu de couleur, l'aspect, mais c'est pas pour autant qu'il sera mauvais. Mais en fait, c'est les qualités organoleptiques qui vont changer des produits. La texture peut aussi légèrement être modifiée, mais il n'y a pas de risque pour votre santé. Petit aparté sur les yaourts, parce que j'en entends beaucoup parler lors de mes interventions, mais les yaourts, c'est une DLC, donc je ne devrais pas consommer au-delà, mais j'ai beaucoup entendu dire que je peux consommer au-delà de 2 à 3 semaines. Oui, alors pourquoi les yaourts, c'est une spécificité? Pour vous expliquer, sur une chaîne de fabrication de yaourts, les yaourts qui sont fabriqués aujourd'hui, le 12 décembre à 10h34, ils vont être étiquetés avec une date de péremption, je ne sais pas, le 5 janvier 2025 pour la France. Et pour les yaourts d'outre-mer, ils vont être étiquetés au 25 janvier 2025. Alors qu'ils ont été produits, fabriqués exactement le même jour avec les mêmes ingrédients. Pourquoi? Parce que tout simplement, le temps qu'ils arrivent en outre-mer, ils seraient périmés. Alors en fait, là, c'est le consommateur qui nous trompe et qui nous pousse à la consommation, clairement, sur ces produits-là. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de difficultés ou de sensibilité digestive particulière, vous pouvez consommer un yaourt au-delà de 2 semaines après sa date de péremption s'il a été conservé au froid normalement. Il n'a pas fait des allers-retours entre le frigo et l'extérieur. Et voilà, s'il est resté frais, il n'y a pas de risque pour votre santé. Voilà pourquoi cette subtilité au niveau des yaourts. Au niveau des labels, voilà. Un petit mot pour vous dire qu'on retrouve de nombreux labels aujourd'hui sur les produits, notamment en cette période de fête, hein, vous allez voir, vous allez avoir peut-être tendance à vouloir acheter des produits avec un label, se dire que c'est de meilleure qualité. C'est un gage, oui, pour certains, mais pas pour tous. Donc je vous ai mis voilà, un lien sur cette diapositive infolabel.be où là vous pouvez retrouver les logos fiables. Il y a des logos en fait qui correspondent vraiment à une charte bien précise avec des critères à respecter pour pouvoir la poser. Comparé à d'autres logos pardon, typiquement élus produits de l'année 2017 que vous pouvez voir sur la diapositive, ça en fait ce sont des panels de consommateurs comme vous et moi qui pouvons noter les produits sur différents critères, sur leur goût, leur couleur, leur texture. Mais ce sont en aucun cas en fait des professionnels de l'alimentation, des jurys professionnels qui vont notifier ces produits-là. Voilà, méfiance. Après, il y a des concours, typiquement le concours agricole, où là, oui, ce sont des professionnels qui vont noter les produits. Mais vous allez avoir le nom du concours généralement. Vous pouvez aller regarder, vous informer sur ces concours-là. Voilà, c'est vraiment des concours officiels. Mais élu meilleur produit de l'année, élu saveur de l'année, ça, c'est uniquement des panels de consommateurs voilà, qui sont invités à évaluer les produits. Par contre, agriculture biologique, AOP, AOC, donc appellation d'origine contrôlée, appellation d'origine protégée, voilà, ça correspond à des cahiers des charges bien définis. Vous pouvez faire confiance à ces produits-là. Un petit focus sur les œufs, voilà, juste pour décrypter le mode d'élevage de l'œuf. Vous avez un numéro que l'on retrouve sur celui-ci, 0, 1, 2 ou 3. Voilà, pour savoir si c'est un mode d'élevage bio, plein air, au sol ou en batterie. J'aurais tendance à vous dire privilégier plutôt les œufs numéro 0 ou numéro 1. Auquel cas, au sol, voilà, les conditions d'élevage
sont pas toujours optimales, si je puis dire, et encore moins en batterie. La date de péremption des œufs, vous allez la retrouver soit sur l'œuf en lui-même, mais parfois pas, et uniquement sur la boîte en carton. Ce qui est important, en fait, c'est pas forcément enfin, oui, la date de péremption, mais surtout la date de ponte de l'œuf. La date de ponte, en fait, parce que normalement, nous devons consommer un œuf sous l'état cru, jaune, si on fait un œuf à la coque, un œuf au plat, que 10 jours après la date de ponte. Parce qu'après, il est plus ultra frais. Donc après, il se peut, pour certains, que vous ayez voilà, des petits inconforts digestifs. On ne va pas jusqu'à la date de péremption de l'œuf, qui est généralement d'un mois, 3 semaines à un mois, pour consommer un œuf. Après, certaines personnes ne seront absolument pas sensibles, hein, mais voilà. Sachez que si vous consommez régulièrement des œufs sous forme de jaune cru et que vous avez souvent des inconforts et que c'est à la limite de la date de péremption, voilà, ça pourrait expliquer peut-être ces inconforts-là. Il y a d'autres types d'emballages qui existent, comme ceci, où là, on ne va pas retrouver les informations dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Ce qui est intéressant de savoir, notamment, c'est le pays d'origine du produit. Et là, voilà, je vous donne l'astuce pour savoir si le produit est d'origine française ou non. En fait, le code barre, c'est pas qu'une série de chiffres aléatoires. C'est également, il peut nous donner également des informations. Donc là, on voit que sur les codes barres, les numéros de 300 à 370, ce sont des produits d'origine française. Alors, vous n'allez pas forcément retrouver la mention français euh, sur cet emballage-là. Et c'est le code barre qui va vous donner l'information. Vous allez me dire, c'est compliqué tout ça un petit peu. Oui, ça peut prendre un peu de temps aussi de déchiffrer tous ces emballages alimentaires-là. Là, en plus, on n'a vu qu'une petite partie parce que le temps est limité, mais il y aura encore plein d'autres choses à dire sur ces emballages-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est, dans la mesure du possible, de vous orienter vers des produits les moins transformés possibles. Donc, de cuisiner le plus vous-même, d'acheter vos produits à l'état brut, que ce soit l'huile, le beurre, les fruits, les légumes, la viande et de les cuisiner maison le plus possible. Comme ça, il y aura le moins d'ajouts euh, à ces produits-là qui pourraient être nocifs à long terme en grande quantité pour votre santé. Alors, venons aux fêtes. Maintenant, quelques conseils avant les fêtes. Le jour de réveillon de Noël, le 24, on a tendance à vouloir sauter le déjeuner du 24 ou manger en très petite quantité parce qu'on se dit, oh, ce soir, je vais faire un gros festin, je ne vais pas faire trop d'excès dans la journée, donc on va peu manger le midi pour se préserver pour le soir. C'est pas forcément une bonne astuce dans le sens où si on saute, si on jeûne le déjeuner du 24, on va avoir très faim arrivé le 24 au soir. Donc on va se jeter sur l'apéritif. Il se peut que l'apéritif soit riche en graisse, en sel ou en sucre. Et là, du coup, l'organisme va directement stocker ces nutriments-là. Donc, l'idée, c'est tout de même garder un repas le 24 au midi, peut-être des proportions un peu moins élevées, euh, peut-être éviter le gros couscous et encore, si je puis dire, ça dépend de la quantité, le 24 au midi. Mais l'idée, c'est quand même de garder un apport en féculents, un petit apport en protéines et en fruits et légumes, malgré tout. Sinon, on va dévorer l'apéritif. Pour maintenir voilà, un niveau d'activité physique et contrebalancer peut-être les excès au niveau de l'alimentation, pourquoi pas augmenter l'activité physique de 1000 pas par jour pendant cette période-là. Ça peut être intéressant. Et au-delà, mieux. Et puis, on va essayer aussi de consommer un maximum de magnésium et de fibres pendant cette période, ce qui va nous permettre d'avoir un sentiment de satiété aussi plus rapide. Donc, pendant les fêtes de fin d'année, mes conseils, avant tout, c'est qu'une fois dans l'année, les fêtes, donc se faire plaisir. Vraiment, c'est un moment convivial, un moment où généralement on se retrouve en famille, où on mange
des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger tout au long de l'année. Donc, on se fait plaisir et on ne va pas se priver de la petite tranche de saumon fumé ou de foie gras en se disant ah oui, mais j'ai déjà pris trop de kilos cette année. C'est pas ça qui va en rajouter 10 sur la balance. Et on risque d'être frustré aussi ce jour-là. Voilà, c'est le jour où on peut aussi s'autoriser les excès. Enfin, les excès. Qu'on ne mange pas en temps habituel. Après, voilà, on verra que les quantités sont aussi importantes. Donc, on va éviter d'aller faire les courses ou le marché le matin quand on a une faim de loup. Hein. Mais ça, je dirais que c'est valable enfin, de manière générale hein, tout au long de l'année. On évite de faire nos courses à 11h30 ou à 18h30 avant le repas parce on a faim. Donc, on va avoir tendance à acheter des petites sucreries, des choses un peu plus sucrées ou plus grasses. Pendant les fêtes, si vraiment vous tenez à faire attention à votre poids, surtout les desserts, en fait, c'est là où on va avoir vraiment beaucoup de sucre, beaucoup de matières grasses dans les choses industrielles. Donc là, si possible, plutôt faites cette partie-là maison pour limiter en fait ces quantités de sucre et de graisse. On va essayer de tout au long des repas de mâcher pardon, lentement et de faire des pauses entre les plats. Voilà, ce qui va permettre aussi d'avoir ce sentiment de satiété plus rapidement et de manger, de ne pas se resservir aussi du repas. Boire de l'eau entre les différents verres d'alcool, s'il y a, surtout boire de l'eau. Et pourquoi pas une petite balade digestive. Alors le 24 au soir, ça peut être compliqué, mais le 25 au midi, voilà, on fait une sortie en famille après un bon repas, on prend l'air tous ensemble et permet d'éliminer déjà quelques excès. Après les fêtes, Euh, je dirais aussi entre les fêtes, entre le 24 et le 31. Si possible, on va essayer de s'orienter vers des repas un petit peu plus légers. On fait déjà des excès le 24, le 25, le 31. Donc là, on va limiter tout ce qui est alcool, soda, charcuterie, matières grasses ajoutées. On va essayer de mettre un petit peu les sucreries de côté. Et on va plutôt privilégier les poissons maigres, les viandes maigres. Et on revient à des quantités voilà, habituelles. Euh, on va mettre les fruits et légumes au cœur de l'assiette. Moins de féculents pour faciliter la digestion aussi. Et sont plus légers, moins caloriques. Ils sont riches en fibres et en eau. Donc, ça va permettre de rééquilibrer un petit peu tout ce système digestif après les excès en graisse, alcool et autres. De préférence cuit, cette fois-ci là aussi pour demander moins d'efforts à votre système digestif qui aura pu être mis à rude épreuve aussi pendant les repas festifs. Et puis des cuissons plutôt légères, donc on va éviter de faire des fritures voilà, entre, si possible, le 24 et le 31. Plutôt des cuissons à la vapeur, à l'eau, en papillote. On peut expérimenter justement de nouvelles façons de cuisson pendant cette période. Et voilà, des soupes, des bouillons pour l'hydratation, riches en fibres encore avec des purées de légumes pour reconstituer bien tout le système digestif. Après les fêtes, on va boire de l'eau, encore une fois, au maximum pour favoriser l'élimination des déchets également. Et puis on va bouger si possible. C'est voilà, pas la période où il fait le plus chaud, où le soleil n'est pas toujours présent, mais on va essayer au maximum de sortir et faire de l'activité physique ou en intérieur, hein, je dis dehors, ça peut être tout à fait en intérieur. Et puis essayer de reprendre un sommeil plus régulier, puisque les nuits ont été écourtées probablement avec les fêtes, une baisse d'énergie, de la fatigue. Donc voilà, on va privilégier les siestes et un repos, et plus de repos qu'en temps habituel pendant cette période. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre participation. Je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Morgane. C'est très complet. Alors, je vois qu'on a déjà une question concernant l'équilibre de l'assiette en début d'intervention. Euh, Quand tu dis féculent, un quart de l'assiette, mais c'est un quart de quoi? Est-ce que c'est du volume visible? Est-ce que c'est du poids de l'aliment? Est-ce qu'il faut qu'il soit cru? Est-ce qu'il faut qu'il soit cuit? Alors, c'est visuellement dans l'assiette.
Voilà, ça représente à peu près un quart. C'est schématiquement, c'est toujours difficile en fonction de la taille de votre assiette, en fonction si vous me faites une pile, une montagne, une tour de piste de pâtes ou de pommes de terre, ou que si voilà, il y en a que deux, trois dans l'assiette, mais globalement, ça doit représenter un quart. Alors, c'est difficile toujours de vous donner des quantités, mais par exemple, en termes de proportion, si c'est des pâtes ou du riz, ça représente 4 à 5 cuillères à soupe, par exemple. Mais encore une fois, c'est pas des cuillères à soupe archibondées. Voilà, c'est des cuillères à soupe classiques. Plutôt des féculents cuits, parce que crus, hormis le pain, enfin, voilà, un peu de féculents qu'on consomme de manière crue, on ne consomme pas pâtes, pommes de terre, etc. Donc vraiment un quart de l'assiette. Après, ça dépend encore une fois de votre niveau d'activité physique aussi. Ça peut être plus important si vous avez une activité physique plus importante. Et ou si vous êtes diabétique. Là, les proportions seront différentes. Ok, merci beaucoup. On a une autre question. Qu'est-ce que tu penses des combinaisons associations alimentaires? Alors, il en existe plein. Il y en a des très intéressantes, notamment pour ceux qui sont véganes, qui ont écarté tout ce qui est protéines animales, végétales, animales, poissons et autres de leur alimentation. Par exemple, quand on associe donc une céréale, tout ce qui va être riz, couscous, boulgour, avec une légumineuse, on a un apport en protéines intéressant, une assimilation des protéines intéressantes que si on consomme uniquement du boulgour seul ou des légumineuses seules. En fait, il existe plusieurs associations de combinaisons au niveau de l'alimentation qui, oui, peuvent être intéressantes. Et à l'inverse, d'autres où, en fait, si on associe deux aliments ensemble, ça peut diminuer l'absorption de l'un ou de l'autre. Donc voilà, ça reste très peu fréquent. Et c'est aussi pour les personnes qui ont parfois voilà, des soucis digestifs avec des absorptions différentes. Ok. Et alors ça, c'est une question un petit peu large, mais globalement, qu'est-ce que tu penses du gluten et du lactose sur son impact sur la santé? Alors oui, là, c'est vraiment très large. Moi, je ne suis pas médecin nutritionniste, je suis diététicienne. Nous n'avons pas le même niveau d'études. Je ne vais pas lancer un débat sur ce sujet-là. Pour moi, à mon sens, le gluten, c'est une réelle... Enfin, ceux qui doivent l'exclure totalement de l'alimentation, c'est parce qu'ils ont une réelle maladie à ce niveau-là, une allergie au gluten. Après, il y a une différence réelle entre allergie et intolérance. Là, voilà, les conseils ne sont pas les mêmes en termes d'alimentation. Et au lactose, c'est pareil. Vraiment, nous avons deux écoles, hein. Certains vont dire que c'est le lactose responsable de cancer. Et aujourd'hui, malgré tout, moi, je conseille dans mes pratiques au quotidien de maintenir un apport en calcium suffisant s'il n'y a pas de souci particulier de santé. Très bien, merci. Et en cette période de fête qui arrive, est-ce qu'il y a des points de vigilance pour les enfants, par exemple pour les produits type huîtres, etc. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Alors, dans les recommandations actuelles, un enfant ne devrait pas consommer un produit à l'état cru avant minimum 6 ans. Ça va au-delà même jusqu'à 10 ans pour tout ce qui est fromage au lait cru, D'accord. parce qu'il pourrait y avoir des allergies qui se développent. C'est aujourd'hui la réglementation. Dans les faits, c'est vrai que si on va déjà jusqu'à 6 ans, pour éviter de manger des tartares de poisson, de bœuf et autres, c'est bien. Après, si cet enfant-là a déjà des sensibilités à l'alimentation vis-à-vis de certaines choses, vraiment très vigilance par rapport à tous ces produits crus. Ok. Quand tu dis Si produits on souhaite crus, en donner, juste si on souhaite en faire consommer aux enfants, soyez vigilants à la provenance de ces produits-là et aussi au maintien, enfin, euh, pardon, à la fraîcheur de ces produits-là. Voilà. Si c'est des huîtres, par exemple, soyez vigilants sur la fraîcheur des huîtres et vous, votre mode de conservation. ok. Quand tu dis produits crus, c'est les produits crus frais.
Oui. j'imagine. Très bien. Alors, cru frais, ça ne concerne pas les légumes et les fruits. Oui, d'accord. Voilà, c'est tout ce qui est viande, poisson, fromage, notamment, Ok, principalement. très bien, merci. Et on a une petite question. Qu'est-ce que tu penses du air fryer qui est en vogue actuellement? Et bah voilà, c'est une méthode de cuisson sans graisse. Donc, pourquoi pas, c'est une alternative à voilà, la cuisson à papillote, la cuisson vapeur, la cuisson. Il n'y a pas d'ajout de matière grasse. Voilà, c'est un bon mode de cuisson. Ok. En Après, termes c'est de intéressant de maintenance. varier aussi les modes de cuisson. Ok, super, très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai également une question par rapport aux œufs. On entend parfois parler de la méthode de les mettre dans de l'eau et voir s'ils flottent ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Ça, c'est voilà, c'est une méthode qui est intéressante pour savoir si l'œuf est encore en état d'être consommé. Et en termes de conservation de l'œuf aussi, j'en ai pas parlé. Il n'est pas nécessaire de mettre les œufs au frigo. Pourquoi? Parce que l'œuf, en fait, la coquille de l'œuf, c'est des milliers de petites pores, des milliers de petits trous, en fait, qui vont venir absorber les différentes odeurs du frigo. Donc voilà, ça pourrait venir modifier la qualité nutritionnelle de l'œuf, gustatif. Et la boîte en carton, en fait, est totalement adaptée pour la conservation de l'œuf parce qu'il est protégé de la lumière, des odeurs, à température ambiante, voilà, sur le plan de travail, sauf s'il fait 35 degrés chez vous, voilà, mais voilà, s'il y a une température classique, 18-20 degrés, c'est le meilleur endroit pour conserver les œufs. Voilà, dans la boîte en carton, à l'abri de la lumière aussi. Très bien. On a une autre question par rapport au bio. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'un produit est bio? Est-ce qu'il faut avoir une application spécifique? Des choses comme ça. Alors, comment on peut être sûr qu'il est bio? Il y a un cahier des charges, encore une fois. Pareil, si le logo agriculture biologique est apposé sur cet aliment-là, logiquement, il est bio. Alors, méfiance entre les aliments bio qui sont d'origine française et les aliments bio qui sont d'origine européenne ou autre. On n'a pas la même charte au niveau des agricultures biologiques en France et en Espagne, par exemple. Donc, on va plutôt s'orienter vers des produits français d'origine biologique, avec le logo apposé agriculture biologique. Ok. Là, on a Les une applications peuvent être intéressantes pour scanner les codes barres et pour voir si un produit est riche en gras, sucre, etc. Mais voilà, ça ne va pas vous certifier l'origine biologique. D'accord. Et là, on a une remarque qu'on pourrait lancer en débat par rapport au bio, comme quoi ça peut être ressenti comme une mode plutôt que quelque chose de vraiment véridique, et notamment du fait que les produits sont plus chers lorsqu'ils sont bio. Alors aujourd'hui, c'est plus, enfin, ça change un petit peu, mais c'est plus réellement le cas que les produits sont forcément plus chers. Euh, c'est vrai que si vous allez sur les marchés, alors dans les supermarchés, c'est encore différent parce qu'il y a des intermédiaires. Mais sur les marchés, entre des agriculteurs bio et conventionnels, la différence est plus autant marquée que certaines années où ça pouvait aller du simple au double. Là, c'est plus sur ces notions-là. Le bio, ça dépend quoi, en fait, aussi. Ça dépend ce que vous consommez. Si oui, vous consommez bien la moitié de votre assiette en légumes tous les jours, midi et soir, c'est mieux d'avoir quand même des fruits et légumes qui sont d'origine biologique. Après, si vous consommez, je ne sais pas, de la limonade une fois par an, euh, il y a moins d'intérêt à la choisir biologique. Voilà, c'est une question de quantité, de consommation et de produits aussi. On sait que les fruits et les légumes, c'est ceux qui sont le plus exposés, notamment aux pesticides et autres. Donc voilà, s'il y a une catégorie, je dirais en premier, c'est ceux-là. Mais voilà, après, c'est une question d'habitude de consommation. Et le bio français, voilà, est vraiment certifié et avoir confiance. Ok. Mais c'est pas parce que vous ne consommez bio ne veut pas dire bon aussi, hein. Nous avons des produits très gras, très sucrés qui sont bio.
Encore une fois, il faut regarder qu'est-ce que l'on consomme aussi. Et en lien toujours avec ce bio, il y a aussi le logo HVE. Euh, c'est plus une remarque qu'une question, mais qui peut être Oui, trompeur, ouais. C'est effectivement. pour ça que le logo agriculture biologique, voilà, lui, le vert, là, on peut lui faire confiance. Voilà, où je vous ai donné le site également, mais il y en a que 4-5 qui sont principalement bien référencés, chartés, et voilà, si vous les connaissez, après les autres, ça veut moins dire de choses, si je peux dire. C'est où c'est sur une notion de la fabrication, voilà. Les autres, c'est vraiment sur l'ensemble du processus de récolte et de fabrication. Très bien, merci. Est-ce que le thé annule les vitamines de certains aliments? Euh, alors là, je peux pas vous dire comme ça précisément, ça dépend du type de thé, voilà, de la proportion en théine, ça dépend de votre consommation aussi. Thé. Ce qui est mieux, c'est de le consommer un peu à distance de repas. Comme ça, voilà, vous n'avez pas cette potentiel effet d'annulation, d'absorption moindre de certains aliments. Super. Merci beaucoup, Morgane. Merci à vous.